Chapitre 11. Un tueur sous la pluie. Je ne rentrais pas à l'appartement de la journée. Sans Herbert, l'ambiance y aurait été différente. Plus tranquille, moins dangereuse, plus agréable, mais différente. Le sort de mon frère m'inquiétait. Je craignais que Snape et Boyle ne l'aient achevé. D'un autre côté, s'il leur avait parlé des Maltais, c'est moi qui l'achèverais. Dans un cas comme dans l'autre, le pauvre était dans les ennuis jusqu'au cou et, plus tôt je découvrirais la fin mot de l'histoire, mieux cela vaudrait pour sa santé. Les choses auraient évolué autrement si Lorraine Bacardi avait eu le temps de me raconter les faits et gestes du nain au moment où il avait brusquement découvert la signification des Maltais. Un mauvais pressentiment me disait que si je devais un jour revoir la chanteuse, ce serait dans l'au-delà. Ces ravisseurs ne jouaient pas pour rire, et je craignais qu'ils aient déjà plus de plomb dans le corps, qu'elle ait déjà plus de plomb dans le corps qu'un faisan le jour de l'ouverture de la chasse. Restait la piste du nain. Même s'il mangeait déjà les pissenlits par la racine, j'espérais apprendre quelque chose en suivant ses traces. Sa pochette d'alumène m'avait mené à Lorraine Bacardi. Sa chambre recelait peut-être encore d'autres indices. Je pris donc le métro jusqu'à Notting Hill Gate pour descendre à pied Portobello Road jusqu'à l'hôtel Splendide. En chemin, je passai devant la boutique d'Ahmet. Le vieil homme se tenait derrière sa vitrine. Il dut m'apercevoir et téléphoner alors à l'hôtel. Ce fut en tout cas ce que j'en déduisis après coup. De même que Jack Splendide dut, lui aussi, alerter quelqu'un de ma visite par téléphone. Je le répète, ce ne sont que des suppositions. Néanmoins, il me fallut 10 minutes pour me rendre à l'hôtel, donc assez de temps pour arranger ma mort. L'hôtel Splendide était tel que dans mes souvenirs. Dans mon souvenir, mollement appuyé contre la route surélevée. Le policier déguisé en ivrogne et son chien avaient disparu, bien entendu, mais les poubelles continuaient de monter la garde devant l'entrée. Dégorgeant leur trop-plein dans le caniveau. Il n'était que 3 heures de l'après-midi. Pourtant, la nuit tombait déjà. Le soleil pâle glissait derrière l'horizon comme un ivrogne derrière le comptoir. Un vieil homme chargé de sacs en plastique bourrés de bric-à-brac passa devant moi, allant de nulle part vers nulle part. Un vent froid soufflait de détritus sur la chaussée. Déprimant, n'est-ce pas? Nous étions à 5 jours de Noël et j'étais passablement déprimé moi-même. J'entrai dans l'hôtel. Jack Splendide était assis, derrière son comptoir, comme la première fois, en train de feuilleter un magazine tellement souillé que je le soupçonnais d'avoir déversé dessus son déjeuner. Il mâchonnait son éternel mégot de cigare, probablement toujours le même, et arborait la même chemise crasseuse qu'il devait déjà porter avant ma naissance. « Bonjour, dis-je. Qu'est-ce que tu veux? Il avait décidément un sens de l'accueil assez particulier. Une chambre. Combien de temps? 1 heure. Je ne loue qu'à la nuit. Ça va te coûter 5 livres, 6 avec un lit. Je ne lui demandais pas ce que les gens faisaient d'une chambre sans lit. Je m'étais arrangé pour récupérer l'argent d'Herbert avant que l'on nous sépare, et je comptais 6 livres que Splendide rafla d'une main avide avant de se lever pour décrocher une clé. « La chambre 39, précisai-je. Et si elle est déjà occupée? Ah, j'aperçois la clé sur le tableau. De toute façon, qui a besoin d'une clé? La chambre n'a même pas de serrure. Si l'hôtel te plaît pas, tu peux aller ailleurs, hein? Lâcha Jack, vexé. L'envie ne m'en manquait pas, mais c'était là que j'avais à faire. Mais donnez-moi la clé. Splendide se fit prier. Je crus d'abord qu'il espérait m'extorquer davantage d'argent, mais je compris par la suite qu'il cherchait simplement à me faire perdre du temps, selon les instructions qu'il avait reçues. Il finit par me tendre la clé, à ce qu'il avait toujours eu l'intention de faire. À ce moment-là, j'aurais dû logiquement faire preuve de perspicacité et percer à jour sa petite comédie, mais la journée avait été éprouvante et j'étais fatigué. Et puis, j'étais peut-être moins intelligent que je le croyais. Bref, il me remit la clé, et je montai au 5e étage. Une fois dans la chambre, je m'interrogeai soudain sur les raisons de ma présence. Était-ce vraiment une bonne idée? Non, pas à cause du ménage, car les chambres du Splendide devaient être nettoyées 1 fois par an, mais parce que la police avait dû passer les lieux au peigne fin et qu'il me restait peu de chance d'y découvrir quoi que ce soit. Tant pis, jeter un coup d'œil ne me coûterait rien, d'autant que j'avais déjà payé. Je commençai mon inspection par la commode. Les tiroirs grinçaient, à l'exception d'une épingle tordue, d'une boule de naphtaline et d'une mythe oxy par cette même naphtaline. Ils étaient vides. Je passai ensuite à la table, dont les 2 tiroirs avaient dû un jour être dérobés par un locataire indélicat. Il me restait le lit. Je m'y assis, en me rappelant l'image d'une Johnny Naples étendue là, l'œillet écarlate de sa blessure tachant sur sa chemise.
Le nain avait habité cette chambre, obsédé par la fortune du faucon, et il y était mort. Avec le vacarme assourdissant de la circulation, à quelques mètres de sa fenêtre, je doutais fort qu'il ait pu y trouver le sommeil. Tout à coup, mon regard tomba sur une corbeille à papier dans un coin de la pièce, une sorte de cube en plastique vert tellement cabossé qu'il aurait dû lui-même être jeté à la corbeille. Je n'en ressortis pas grand-chose, sinon 2 sachets de chips vides, le papier argenté d'une barre de chocolat, 2 piles usagées et un paquet de cigarettes roulées en boule. Je m'apprêtais à me relever lorsqu'un détail me revint subitement en mémoire, un détail qui avait évidemment échappé à la police. Le paquet de cigarettes était de la même marque que celle que fumait le nain. Je dépliai fébrilement le papier froissé dans l'espoir d'y déceler un indice quelconque, un numéro de téléphone hâtivement griffonné dans un coin par exemple. Je découvris beaucoup mieux. Le papier avait été déchiré en menus morceaux avant d'être roulé en boule, et certains bouts portaient des inscriptions notées à l'encre bleue. Une fois le puzzle reconstitué, je pus déchiffrer quelques mots avec, en face de chacun, leur traduction en espagnol. Calculateur numérique, photodétecteur, diode émettrice, lumière. Sur l'instant, ces découvertes me laissa déconcerté. À quoi rimaient ces notations? Pour que le nain ait pris le soin de les dissimuler dans un paquet de cigarettes. Il fallait qu'il ait un rapport avec les Maltais. Il aurait probablement fait disparaître la boulette de papier sans les toilettes si sa chambre en avait été équipée. Ce fut la traduction en espagnol qui m'éclaira. En supposant que Johnny Nepple ait croisé ces mots dans sa quête des diamants, il les avait jugés suffisamment importants pour en chercher la définition dans un dictionnaire. Le sens en avait dû lui échapper autant qu'il m'échappait à moi-même. De toute évidence, il s'agissait de termes scientifiques. Or, la science n'avait jamais été mon point fort. Il suffisait de connaître mon professeur de physique et chimie pour en comprendre la raison. Ce n'était pas son point fort non plus. Je glissai les morceaux de papier dans ma poche et revins inspecter le lit. Le cadre de bois interdisait d'y passer la main. C'était le lit le plus antique que j'ai jamais vu. Un monstre de bois et de ressort rouillé, pourvu d'un matelas de 60 cm d'épaisseur aussi mou qu'une éponge. Il m'eût fallu rassembler toutes mes forces pour le basculer sur le flanc. Il ne cachait rien d'intéressant, sinon un exemplaire jauni du Daily Mirror, un chausson avachi et un tapis de poussière de 10 ans d'âge. Toutefois, le lit me sauva la vie. J'allais le remettre en place lorsque j'entendis la fenêtre voler en éclats et un moteur démarrer bruyamment sur la route. Un objet vert foncé de la taille d'une balle de cricket traversait la pièce. Il me fallut une seconde pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une balle de cricket, et une autre seconde pour me baisser derrière le lit. La grenade heurta le matelas, rebondit, puis explosa. Logiquement, j'aurais dû exploser avec elle, mais j'étais aplati sur le sol et protégé par cette armure de ressort et de duvet. Malgré cela, j'eus l'impression de vivre un véritable bombardement. La déflagration fut si violente qu'elle me résonna dans le crâne et me coupa le souffle, tandis qu'un brasier enflammait soudain la chambre. Tout se passa à une vitesse vertigineuse. L'onde de choc me propulsa en l'air, mon épaule percuta la porte qui vola en éclats, et j'atterris enfin dans le couloir, inconscient. J'ignore combien de temps je restai évanoui, peut-être 10 minutes. Quand je repris conscience, j'avais la bouche pleine de plâtre et les hurlements hystériques me perçaient les tympans. Néanmoins, hormis mes vêtements en lambeaux et une coupure à l'arcade sourcilière, j'étais dans une forme resplendissante pour quelqu'un qui venait de sauter. Je me relevai, os après os, et m'adossai contre le mur. Le mur s'effondra. La poussière et la fumée m'empêchaient de distinguer quoi que ce soit et je préférais attendre sans bouger que le calme revient. Bonne décision. L'hôtel Splendid attendait un prétexte pour s'écrouler depuis au moins 20 ans. Cette grenade lui en avait fourni l'occasion. La façade donnant sur la route s'était tout simplement effondrée et je me trouvais sur un plan de plancher entouré de vide. La brise se chargeait de balayer la fumée qui m'aveuglait. Les voitures continuaient de rouler sur la route, imperturbables pour s'enfoncer dans la nuit. Aucun conducteur n'avait jugé bon de s'arrêter pour assister au spectacle, qui évita d'ajouter un monstrueux carambolage au sinistre de l'hôtel. Le Splendide vivait sa dernière nuit. Les flammes le dévoraient gloutonnement, l'eau giclait des tuyaux éclatés, le bois crépitait, des gens criaient. Mon ouïe retrouva peu à peu ses capacités et je reconnus bientôt, au-delà du vacarme, des sirènes de pompiers et de voitures de police. Un homme à demi nu passa devant moi en courant, le visage couvert de mousse à raser.
Lui et moi avions failli être irrémédiablement rasés. Je voulus le suivre dans ce qui restait de l'escalier, mais je fus stoppé dans mon élan. Par chance, mon ange gardien ne chômait pas ce jour-là et ne devait pas être syndiqué. Une barre métallique frôla ma tête en sifflant avant de percuter le mur. Je fis volte-face. Jack Splendide me bloquait le passage, la barre de fer levée au-dessus de sa tête. Sa chemise était en loques, son pantalon transformé en bermuda. Je compris qu'il s'était trouvé à proximité au moment de l'explosion et qu'il n'était pas franchement ravi de me revoir en vie. Il abattit à nouveau sa barre de fer, mais j'esquivai le coup. Même si son poids ralentissait ses mouvements, il n'avait pas besoin de se presser car il me bloquait le passage et me tenait à sa merci. J'avais le choix entre lui, les flammes ou une chute libre de 5 étages. J'étais trop mal en point pour espérer atteindre la route en sautant. J'esquivai un nouvel assaut, et me repliai dans ce qui restait de la chambre du nain, cerné par les flammes et Jack Splendide. Il hurlait des injures que le vacarme m'empêchait de saisir, mais je crois qu'il m'accusait de la destruction de son hôtel. Peut-être y était-il sincèrement attaché après tout. De grosses larmes roulaient sur ses joues maculées de plâtre, et il s'agrippa à sa barre de fer, sans doute un porte-serviette, avec une réelle affection. Je tentais de lui expliquer que ce n'était pas ma faute si un motard avait décidé de jeter une grenade en passant, mais il n'était plus en état d'entendre raison. Il voulait ma mort. Il leva à nouveau la barre de fer par-dessus son épaule. L'extrémité accrocha un fil électrique et l'arracha du mur, provoquant aussitôt un court-circuit. Les étincelles détournèrent un instant l'attention de Splendide. J'en profitai pour saisir un morceau de table et l'écraser de toutes mes forces contre son estomac. Il poussa un beuglement et lâcha sa barre de fer. Je le frappai une seconde fois sauvagement. Le coup le fit reculer jusqu'au bord du trou. Il battit désespérément l'air de ses bras. Le ciment froid et dur l'attendait 15 mètres plus bas. C'est là qu'il aurait dû atterrir, incapable de retrouver son équilibre. Il hurla, bascula en avant, puis, au dernier moment, parvint à se raccrocher à une poutrelle métallique qui dépassait de la route. À présent, il formait une sorte de passerelle humaine entre l'hôtel et la route. Les pieds sur les rebords de la chambre 39. Les mains sur ce miraculeux morceau de ferraille, le corps dans le vide. Je jetai un coup d'œil derrière moi. Les flammes avaient gagné du terrain et m'interdisaient désormais l'accès à l'escalier. J'étais prisonnier. Je ne me sentais pas non plus capable de sauter sur la route. Jack Splendide m'offrait mon unique planche de salut, au propre comme au figuré. Il me suffit de 2 enjambées, en prenant appui sur son dos, pour franchir le vide et atteindre la route sain et sauf. Le gros homme gémissait et me suppliait de l'aider. Je me penchai vers lui. Il suait à grosses gouttes. Malgré sa carrure, je savais qu'il ne pourrait résister longtemps dans cette posture. Je savais aussi que je ne pouvais le secourir à supposer que j'en ai eu envie. Je m'allongeai à plat ventre pour lui parler. « Qui était-ce, Jack? Qui a jeté la grenade? »« Aidez-moi, je t'en supplie, » haleta-t-il. Il ne pouvait plus chercher à gagner du temps maintenant. Ses forces faiblissaient de seconde en seconde, et il devait commencer à sentir les flammes lui lécher les pieds. « Qui a voulu me tuer, Jack ?» insistai-je. « C'est le gros. Il se doutait que tu reviendrais ici. Il m'a payé pour le prévenir dès que tu y arriverais. »« Pourquoi veut-il me tuer, Jack ?»« Tu l'as insulté. Personne n'insulte le gros. Aide-moi, je t'en prie. Je l'ignorais qu'il cherchait à te tuer. Enfin, avec une grenade, je pensais qu'il voulait simplement te tirer dessus pour te faire peur. »« Tu te contredis, Jack. Tu ignorais qu'il voulait me tuer, mais tu es quand même monté au 5e étage pour assister au spectacle et m'achever. »« Donne-moi la main, petit. Aide-moi. Je ne peux plus tenir. »« Je sais, répondis-je en me relevant. Tu ne vas pas m'abandonner ici. Tu ne peux pas. » On parie. Je m'éloignai le long de la route, le laissant méditer tous sur son sort. Les pompiers arriveraient peut-être à le secourir avant qu'il lâche prise. En toute franchise, je m'en moquais. Jack Splendide avait activement participé à mon assassinat, même s'il n'avait pas choisi l'arme du crime. La pluie avait recommencé à tomber. Je tirai sur les lambeaux de ma chemise pour me protéger du froid et descendis la route en oubliant Jack Splendide.